Aube du 1er juin 1944. Sur l'île de Saipan, l'homme qui avait autrefois déchaîné l'enfer sur Pearl Harbor était maintenant assis, entouré par le feu. L'amiral Chuichi Nagumo, le commandant qui avait dirigé l'attaque la plus infâme du Japon, était piégé, acculé par la marine même qu'il avait autrefois humilié. Les bombardiers américains remplissaient le ciel. Les cuirassés rugissaient au large et les murs de sa grotte tremblaient à chaque explosion. Pour Nagumo, ce n'était pas seulement une défaite, c'était une rétribution. Le chasseur de 1941 était devenu la proie de 1944. C'est l'histoire de la façon dont l'Amérique s'est lancée à la poursuite de l'homme derrière Pearl Harbor et comment sa mort est devenue l'un des actes de justice les plus sauvages de la guerre du Pacifique. Restez jusqu'à la fin et assurez-vous de vous abonner car ce qui s'est passé avec l'amiral Nagumo est quelque chose que l'histoire n'était jamais censée oublier. À l'automne de 1941, l'amiral Chuichi Nagumo a reçu l'ordre le plus ambitieux de l'histoire navale japonaise, dirigeant une force de frappe de porte-avions à travers 3000 milles d'océan ouvert et a paralysé la flotte du Pacifique des États-Unis. Il n'avait pas planifié l'attaque, ce crédit appartenait à l'amiral Isoroku Yamamoto, mais c'était Nagumo qui l'exécuterait. Un homme prudent par nature, il avait passé la majeure partie de sa carrière à commander des destroyers et des croiseurs, pas des porte-avions. Beaucoup de ses pairs doutaient qu'il soit le bon choix, mais dans la hiérarchie militaire rigide du Japon, l'obéissance était absolue. Le 26 novembre 1941, la flotte de Nagumo, 6 porte-avions, 2 cuirassés, 3 croiseurs et 350 avions ont quitté la baie de Hitokapu sous un silence radio strict. Leur mission était enveloppée de secrets, si profonds que même les pilotes ne connaissaient pas leur cible. Seuls Nagumo et une poignée d'officiers comprenaient les enjeux. Si l'opération échouait, l'Empire du Japon serait condamné avant même que la guerre ne commence. À l'aube du 7 décembre 1941, les eaux calmes de Pearl Harbor ont éclaté dans le chaos. La première vague de Nagumo a frappé avec une précision dévastatrice. Les bombardiers à torpilles déchiraient la flotte américaine amarrée. Les bombardiers en piqué criaient des nuages. En quelques minutes, les cuirassés comme l'Arizona et l'Oklahoma étaient des infernaux brûlants. Au moment où la deuxième vague s'est retirée, plus de 2400 Américains étaient morts. Le Japon a célébré la frappe comme une vengeance divine et Nagumo a été salué comme un héros national. Il est retourné à Tokyo pour des défilés, des bannières et les louanges de l'empereur. Pourtant, sous la victoire, des doutes le hantaient. Nagumo avait refusé la demande de Yamamoto pour une troisième vague afin de détruire les réserves de carburant et les cales sèches de l'Amérique, des cibles qui auraient pu paralyser les États-Unis pendant des années. Il craignait une contre-attaque, croyant que la prudence préserverait sa flotte. Au lieu de cela, elle a préservé la capacité de l'Amérique à riposter. Cette décision le marquerait à jamais. L'homme qui avait livré le plus grand triomphe du Japon avait inconsciemment assuré sa chute. À travers le Pacifique, les Américains ont juré vengeance. Les journaux ont imprimé son nom à côté des flammes de Pearl Harbor, et chaque pilote, chaque marin, chaque marine le savait. Un jour, il viendrait chercher l'amiral Nagumo. Dans les mois suivants Pearl Harbor, l'amiral Chuichi Nagumo commandait la force de frappe navale la plus puissante que le monde ait jamais vue. Sa flotte de porte-avions dominait le Pacifique, écrasant l'opposition avec une efficacité terrifiante. Des Philippines à l'océan Indien, ces avions ont coulé des navires alliés, détruit des bases et semé la panique à travers la moitié du globe. Pendant un temps, Nagumo semblait intouchable. Tokyo l'a salué comme l'homme qui avait humilié l'Occident, l'amiral qui portait la destinée du Japon dans ses mains. Mais derrière cette réputation se cachait une vérité que ses officiers voyaient tranquillement. Nagumo n'était pas un visionnaire, il était prudent, méthodique et souvent effrayé de prendre les risques que la stratégie audacieuse exigeait. Il avait hérité d'une arme construite pour l'agression mais manquait de l'instinct pour la manier pleinement. En avril 1942, il a dirigé le Kido-Butai, la force opérationnelle de porte-avions du Japon, dans un raid massif à travers l'océan Indien. Sa flotte a coulé le porte-avions britannique Hermes, les croiseurs Cornwall et Dorsetshire, et des dizaines de navires plus petits. Pour le Japon, c'était un autre triomphe. Pourtant, même alors, des fissures ont commencé à apparaître. Ses subordonnés se plaignaient qu'il hésitait trop souvent, qu'il manquait de l'audace de Yamamoto. Les mêmes instincts conservateurs qui l'avaient rendu prudent à Pearl Harbor ralentissaient maintenant l'élan du Japon.
Yamamoto, toujours le joueur, regardait vers une bataille décisive qui détruirait la marine américaine une fois pour toutes. Ce plan mènerait Nagumo à Midway, une bataille qui changerait la guerre et détruirait tout ce qu'il avait construit. En juin 1942, Nagumo a navigué vers l'est avec 4 des plus beaux porte-avions du Japon, l'Akagi, le Kaga, le Soryu et le Hiryu. Sa mission était d'attirer les porte-avions américains restants dans un piège et de terminer ce que Pearl Harbor avait commencé. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les Américains avaient déchiffré les codes navals du Japon. L'amiral Chester Nimitz et ses officiers du renseignement connaissaient déjà le plan, la cible, même la date. Alors que Nagumo préparait sa frappe sur l'île de Midway, la marine américaine attendait. L'embuscade qui a suivi a été rapide et impitoyable. Aux premières heures du 4 juin, la flotte de Nagumo a été attaquée par des vagues de bombardiers torpilles américains. Il a lancé des chasseurs pour les contrer, ne réalisant pas qu'au-dessus du chaos, des bombardiers en piqué à haute altitude se positionnaient déjà pour leur attaque. Quand ils ont frappé, c'était la dévastation. En quelques minutes, 3 de ces porte-avions, l'Akagi, le Kaga et le Soryu, ont été enveloppés dans les flammes. Un 4e suivrait quelques heures plus tard. Des milliers de marins et d'aviateurs sont morts en une seule matinée. Nagumo se tenait sur le pont de son navire amiral, entouré de fumée et d'huile brûlante, regardant les rêves de domination du Japon couler sous les vagues. Midway a brisé plus que la marine du Japon. Elle a brisé Nagumo lui-même. Son indécision pendant la bataille, son échec à lancer ses avions au bon moment, sont devenus le sujet de débats amers à Tokyo. Il avait hésité à nouveau, déchiré entre attaquer l'île et frapper les porte-avions américains. Cette hésitation a coûté au Japon tout son corps de porte-avions et a mis fin à sa capacité à mener une guerre offensive. Quand il était rentré chez lui, il n'y avait pas de défilé, pas de foules en liesse, seulement le silence. Il a offert sa démission, mais la marine a refusé, refusant de disgracier publiquement l'un de ses héros. Au lieu de cela, il a été réaffecté. Sa carrière autrefois glorieuse a été tranquillement enterrée sous la honte. Pour l'Amérique, Midway était une justification. L'homme qui avait frappé Pearl Harbor avait été vaincu de la même manière. Sa flotte détruite, son pouvoir brisé. Mais pour Nagumo, c'était le début d'une exécution lente. Chaque bataille que le Japon perdait, chaque île que l'Amérique reprenait, portait son nom comme une malédiction. Le chasseur qui avait autrefois régné sur le Pacifique était maintenant poursuivi par le destin lui-même. Et les États-Unis ne faisaient mais que commencer. Après Midway, l'amiral Chuichi Nagumo était un homme hanté par des fantômes de navires, de pilotes et de décisions qui ne pouvaient pas être annulées. La marine qu'il avait autrefois louée le regardait maintenant avec un mépris tranquille. Il était toujours respecté publiquement, toujours salué comme l'architecte de Pearl Harbor. Mais à huis clos, on parlait de lui comme d'un homme dont le temps était passé. L'élan du Japon avait été brisé, sa flotte de porte-avions était paralysée. Ses pilotes, autrefois les meilleurs du monde, étaient maintenant surpassés en nombre et surpassés. Nagumo a été transféré à des commandements moins prestigieux, loin de la gloire de la mer ouverte. L'amiral fier qui avait autrefois commandé le Kido Butai se trouvait maintenant à naviguer entre des missions défensives, réduit à tenir des lignes plutôt que de les briser. En 1943, la guerre s'était retournée contre le Japon. Les Américains avançaient à travers le Pacifique avec une détermination impitoyable, saisissant une île après l'autre. Chaque victoire les rapprochait de la patrie, et chaque défaite poussait Nagumo plus loin dans l'ombre. Il a pris le commandement de la flotte de la zone du Pacifique central, responsable de la défense d'un périmètre d'îles en ruine. C'était un poste destiné plus à l'honneur qu'à la victoire. Les approvisionnements diminuaient, le moral s'effondrait. Et les ordres de Tokyo avaient changé de l'attaque au retard. Nagumo savait ce que cela signifiait. Il devait sacrifier tout pour ralentir l'inévitable. Ses subordonnés ont remarqué le changement chez lui. Autrefois rigide et formel, Nagumo est devenu renfermé. Il parlait rarement pendant les repas, passant des heures seul à regarder des cartes qui montraient l'empire du Japon rétrécir jour après jour. Le même homme qui avait commandé la flotte de porte-avions la plus puissante du monde regardait maintenant impuissant les porte-avions américains régner sur les cieux qu'il avait autrefois dominés. Les rapports du front arrivaient quotidiennement. Guadalcanal perdu, les îles Salomon assiégées et les sous-marins alliés étranglant les voies de navigation du Japon. Nagumo, toujours réaliste, comprenait ce que d'autres refusaient de dire à haute voix. La guerre était perdue.
Mais pour un homme élevé dans le code d'honneur de la marine impériale, la reddition n'était pas une option. Puis vint l'ordre qui scella son destin. Au début de 1944, il a été réaffecté aux Mariannes pour défendre les îles de Saipan et Tinian, le dernier bastion majeur du Japon avant la patrie. C'était une mission désespérée, mais Nagumo l'a acceptée sans protestation. Il savait pourquoi il avait été choisi. Tokyo avait besoin d'un symbole, un vétéran de Pearl Harbor, pour inspirer les défenseurs. Mais au fond, il devait connaître la vérité. Il n'était pas envoyé pour gagner, il était envoyé pour mourir. Pour les Américains, Saipan serait une autre étape vers Tokyo. Pour Nagumo, ce serait la fin de son long voyage tragique. Du pont de l'Akaji à Pearl Harbor, aux grottes de Saipan, où tout le poids de la vengeance attendait. En juin 1944, Saipan était devenu le cœur battant de la dernière ligne défensive du Japon, et l'amiral Chuichi Nagumo était piégé dans son rythme. Dès son arrivée, l'île ressemblait à un tombeau attendant d'être scellé. Les bombardiers américains tonnaient au-dessus, jour et nuit, ramollissant les plages pour l'invasion inévitable. La mer qui avait autrefois porté sa flotte livrait maintenant la destruction en vagues sans fin, obus, torpilles et avions basés sur des porte-avions qui obscurcissaient le soleil. Nagumo a pris le commandement de la garnison navale, mais sa flotte était l'ombre d'elle-même. Des avions immobilisés, une poignée de batteries anti-aériennes et des marins sans navires à naviguer. Pourtant, Tokyo exigeait des miracles. Défendez Saipan jusqu'au dernier homme, venait l'ordre de l'état-major général impérial. Nagumo savait ce que ces paroles signifiaient. Ce n'étaient pas des instructions, c'était une condamnation à mort. Alors que les navires de guerre américains se rapprochaient, Nagumo a marché à travers les tunnels défensifs creusés dans les collines de corail. L'air était lourd d'humidité et de peur. Les soldats japonais, jeunes et tremblants, le saluaient en passant, leurs visages émaciés par la faim et le paludisme. Beaucoup n'avaient aucune illusion sur ce qui les attendait. Les approvisionnements étaient rares et le moral s'effondrait plus vite que les bunkers bombardés au-dessus d'eux. Dans l'obscurité, Nagumo entendait le grondement lointain des canons navals frappant le rivage. Chaque explosion se rapprochait et chaque tremblement lui rappelait le destin qui s'était construit depuis Midway. Le 15 juin 1944, les Marines américains ont débarqué. Les plages ont éclaté dans le chaos alors que des vagues de bateaux Higgins livraient des milliers d'hommes sous le couvert de l'artillerie navale. Les défenses de Nagumo ont été brisées en quelques heures. Les Américains se sont versés à l'intérieur, leurs chars broyant les tranchées et les bunkers. Les défenseurs ont combattu férocement, mais ils étaient désespérément surarmés. Les aérodromes japonais ont été réduits en cendres et la communication avec Tokyo était presque coupée. Dans les tunnels sous Saipan, le commandement de Nagumo s'est dégradé en silence. Il a reçu la nouvelle que le vice-amiral Takeo Takashima avait été tué par le feu de l'artillerie, laissant Nagumo l'officier supérieur sur l'île. C'était à la fois un honneur et une malédiction. Il portait maintenant tout le poids du commandement, mais il n'y avait rien à commander. Ses troupes étaient brisées, ses approvisionnements disparus, son destin scellé. Le son des lance-flammes américains enflammant les grottes devenait plus fort chaque jour. Les cris des mourants résonnaient à travers les tunnels. Les aides de Nagumo l'ont exhorté à fuir vers les crêtes du nord, mais il a refusé. Il n'y avait nulle part où fuir, et dans la marine impériale, la retraite était pire que la mort. Pour les Américains, Saipan était une conquête stratégique. Pour Nagumo, c'était le jour du jugement. Il avait autrefois envoyé la flotte du Pacifique américain au fond de la mer. Maintenant, la mer elle-même rugissait pour le réclamer. L'amiral qui s'était élevé à la célébrité par la surprise et la précision était maintenant enterré sous le chaos et l'inévitabilité. Il savait ce qui venait et il y ferait face non pas comme un commandant de navire, mais comme un homme condamné attendant son ordre final de l'histoire elle-même. Au 5e jour de la bataille, Saipan était devenu méconnaissable. L'île verdoyante était maintenant un paysage de cendres et de ruines, rempli de l'odeur de la fumée, du sang et de l'huile brûlante. L'amiral Chuichi Nagumo se déplaçait dans son poste de commandement souterrain dans un silence quasi total, son uniforme imbibé de sueur, ses bottes autrefois polies recouvertes de poussière. Toutes les quelques minutes, le sol tremblait sous les obus navals américains frappant les crêtes au-dessus. Les radios crépitaient avec des fragments de transmission désespérés, des unités débordées, des munitions épuisées, des positions perdues.
Les aides de Nagumo l'ont supplié de se déplacer vers un endroit plus sûr, mais il a seulement secoué la tête. « Un commandant doit rester avec ses hommes », a-t-il dit tranquillement. La même conviction qui l'avait entraîné dans ce piège l'ancrait maintenant à celui-ci. À l'extérieur, les Américains resserraient leur étreinte. Les 2e et 4e divisions de Marines avaient poussé à l'intérieur, rencontrant une résistance féroce mais futile des soldats japonais combattant jusqu'à la mort. Beaucoup ont refusé de se rendre, lançant des charges suicidaires la nuit qui se terminait par un massacre. Les corps des troupes japonaises recouvraient les champs de canne à sucre, et ils continuaient à venir, poussés par le même code qui liait maintenant le destin de Nagumo. Mieux la mort que le déshonneur n'était pas seulement un slogan, c'était une doctrine gravée dans leurs âmes. Nagumo pouvait entendre les cris et les explosions lointains, sachant que chaque bataille à l'extérieur rapprochait les Américains des grottes. Le dernier message de Tokyo est arrivé le 23 juin. Il n'offrait aucune stratégie, aucun renfort, seulement un commandement. Vous mourrez avec honneur. Nagumo l'a lu 2 fois, l'a plié soigneusement et l'a mis dans sa poche. Il savait que sa mort serait dénuée de sens en termes militaires, mais pour le haut commandement japonais, cela signifiait préserver l'illusion de loyauté et de force. Ses pensées, cependant, n'étaient pas de gloire. Ceux qui le connaissaient ont dit qu'il semblait calme, mais distant, comme s'il était déjà à moitié parti. Peut-être pensait-il au navire qu'il avait perdu à Midway, au visage de ses pilotes qui n'étaient jamais rentrés, ou au matin de 1941 quand il avait donné l'ordre de frapper Pearl Harbor. La même mer qu'il avait portée au triomphe tonnait maintenant contre les falaises à l'extérieur de sa grotte. Un rappel sinistre du cercle qui se refermait autour de lui. Les soldats américains n'étaient qu'à quelques centaines de mètres, leurs lance-flammes nettoyant les bunkers, un par un. À l'intérieur de la grotte, Nagumo s'est incliné devant ses aides, les a remerciés pour leur service et a donné son ordre final. « Faites votre devoir comme je fais le mien ». Quelques instants plus tard, le son d'un seul coup de pistolet a résonné faiblement à travers les tunnels. Quand les Marines américains ont atteint la grotte, ils ont trouvé le corps de l'amiral assis droit contre la paroi rocheuse, son pistolet de service toujours à la main. Son visage, selon les témoins, semblait paisible, résigné. L'homme qui avait autrefois mis l'Amérique à genoux avait rencontré sa fin non pas au combat, mais dans le silence. Pour le Japon, son suicide a été salué comme un acte d'honneur. Pour les Américains, c'était une justice poétique. Le chasseur de Pearl Harbor était devenu le chassé, et le destin avait rendu son verdict sans pitié. Quand la nouvelle de la mort de l'amiral Shuichi Nagumo a atteint Tokyo, elle s'est propagée dans les couloirs de la marine impériale comme un fantôme. Officiellement, elle a été rapportée comme un acte noble d'autosacrifice, un commandant choisissant la mort plutôt que la capture. Les journaux ont imprimé son portrait encadré d'encre noire, l'appelant un martyr de l'Empire. Mais parmi les officiers supérieurs qui connaissaient la vérité, son suicide semblait moins une gloire qu'un requiem. Nagumo avait été l'un des symboles les plus visibles du pouvoir du Japon, et maintenant sa mort marquait quelque chose de bien plus grand, la mort de la suprématie navale du Japon. Le même amiral qui avait lancé la première attaque contre Pearl Harbor avait terminé sa vie dans une grotte, chassé, brisé et seul. Pour le peuple japonais, cette image était trop douloureuse pour être pleinement comprise. Au palais impérial, l'empereur Hirohito aurait sombré dans un long silence quand on lui a annoncé le sort de Nagumo. Il avait autrefois personnellement décoré l'amiral pour son triomphe à Pearl Harbor. Maintenant, le serviteur le plus loyal de l'Empire était devenu une autre victime d'une guerre qui s'effondrait de l'intérieur. Le moral de la flotte s'est effondré davantage. Les jeunes officiers chuchotaient que si même Nagumo, le héros d'Hawaï, pouvait mourir dans la défaite, alors le Japon lui-même n'avait plus aucun espoir. Ce n'était pas seulement la perte d'un homme, c'était la perte d'une illusion. Pour les Américains, la mort de Nagumo a été rapportée sans détour dans les briefings de guerre, commandant ennemi décédé à Saipan. Mais au sein de la marine américaine, il y avait une satisfaction tranquille. Certains des hommes qui avaient survécu à Pearl Harbor servaient toujours, et quand la nouvelle s'est répandue que l'architecte de cette attaque avait finalement succombé, cela semblait être une conclusion. Pour eux, c'était bien plus qu'une autre victoire, c'était personnel. Le long arc de vengeance qui avait commencé le 7 décembre 1941 avait finalement bouclé la boucle. L'homme qui avait autrefois envoyé des vagues d'aéronefs pour détruire la flotte du Pacifique avait été acculé par ces mêmes forces et laissé pour mort dans l'obscurité.
Dans les ruines de Saipan, les Marines ont découvert les effets de Nagumo, son pistolet, son épée et un ensemble de documents personnels brûlés au bord. Parmi eux se trouvait une seule ligne écrite de sa main. « J'ai accompli mon devoir jusqu'au bout. Ce n'était ni une vantardise, ni une excuse, juste une résignation. » Son corps a été par la suite enterré avec les honneurs militaires par les Américains, un geste rare de respect pour un ennemi tombé. L'ironie était profonde. L'homme dont l'attaque surprise avait autrefois défini le déshonneur aux yeux américains s'était vu accorder un enterrement digne d'un soldat. Au Japon, cependant, la vérité a été tranquillement réécrite. Son suicide a été présenté comme une fin honorable. Ses défaites ont été minimisées dans les discours patriotiques, mais pour ceux qui avaient servi sous ses ordres, l'histoire de Nagumo était une mise en garde. Un conte d'orgueil, d'hésitation et du poids écrasant du commandement. Il avait vécu selon le code du Bushido, et à la fin, ce même code exigeait sa mort. Pour les Américains, c'était la justice rendue. Pour les Japonais, c'était la tragédie accomplie. Et pour l'histoire, c'était le moment où la vengeance et l'honneur se sont heurtés dans la même grotte à Saipan, résonnant longtemps après que les canons de la guerre se soient tus. Au lendemain de Saipan, la mort de l'amiral Shuichi Nagumo est devenue à la fois un symbole et un avertissement, qui a résonné tout au long du reste de la campagne du Pacifique. Pour le Japon, cela marquait un effondrement spirituel. Saipan avait été bien plus qu'une simple forteresse militaire. C'était le dernier rempart avant la mère patrie elle-même. Quand elle est tombée, le commandement impérial savait ce que cela signifiait. L'avancée américaine pouvait maintenant atteindre Tokyo et le mythe de l'invincibilité du Japon était brisé au-delà de toute réparation. Dans les cendres de cette défaite, le suicide de Nagumo a été présenté comme la preuve que l'ancien esprit guerrier vivait toujours. Mais tout le monde connaissait la vérité, c'était le désespoir habillé en honneur. À travers le Pacifique, les États-Unis ont célébré Saipan comme un tournant. Les journaux ont publié des gros titres proclamant la porte du Japon capturée, tandis que les briefings militaires l'ont cité comme l'une des victoires les plus décisives de la guerre. Pourtant, pour beaucoup en uniforme, il y avait une émotion plus tranquille sous le triomphe, la justification. Les mêmes îles qui symbolisaient autrefois l'humiliation à Pearl Harbor étaient maintenant des symboles de rétribution. Chaque pilote américain qui regardait les falaises brûlantes de Saipan savait que quelque part dans ces tunnels, l'architecte du jour le plus sombre de sa nation avait rencontré sa fin. Le cercle s'était fermé, la guerre n'avait pas pardonné. Mais l'histoire n'est jamais aussi simple. Avec le temps, même les ennemis de Nagumo le regarderaient avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Il n'était pas un monstre, pas un idéologue fanatique, mais un officier de marine piégé par le devoir, la politique et la tradition. Il avait exécuté ses ordres avec précision, même quand il n'était pas d'accord avec eux. Il avait obéi à Yamamoto à Pearl Harbor et il avait obéi à Tokyo à Saipan. La tragédie de la vie de Nagumo n'était pas dans sa mort, mais dans le peu de contrôle qu'il avait jamais vraiment eu. Chaque décision majeure qu'il a définie lui a été imposée par un système qui valorisait la loyauté plutôt que la logique et le sacrifice plutôt que la survie. Alors que la guerre s'éternisait, son nom s'est estompé à l'arrière-plan, éclipsé par de nouveaux désastres. Golfe de Leyte, Iwo Jima, Okinawa, mais pour ceux qui avaient servi à ses côtés, le fantôme de Nagumo persistait. Ils parlèrent de lui à voix basse, se souvenant d'un homme qui avait déclenché une tempête dont il ne pouvait jamais s'échapper. Son ascension à Pearl Harbor et sa chute à Saipan sont devenues les deux extrémités du destin du Japon. Deux actes de la même tragédie, liés ensemble par l'orgueil, la vengeance et l'inévitabilité. Quand le Japon s'est finalement rendu en août 1945, les responsables américains, examinant les documents capturés, ont noté le dernier message de Nagumo. Un amiral aurait chuchoté « Il savait que c'était fini bien longtemps avant les autres ». Et peut-être que c'était l'ironie la plus cruelle de toutes, que l'homme qui avait commencé la guerre du Pacifique avait aussi compris plus tôt que quiconque exactement comment elle se terminerait.